Tout le monde pète un peu des câbles là-dedans pour des raisons sociales, des députés qui d'un coup sont beaucoup plus payés, ils ont toute l'administration de l'Assemblée, c'est des gens qui vont être hyper déférents avec le Parlement français, ils siègent dans des anciens palais de la monarchie, rien que ça, il y a un petit problème, le conflit de valeurs, c'est quand tu as l'impression de faire des choses que tu réprouves ou d'être traité de façon pas conforme aux valeurs de ton collectif, ça dans le secteur associatif c'est extrêmement répandu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, Nicolas Framont. Bienvenue sur Le Fauteuil. Salut Amine, merci de me recevoir. On commence toujours Le Fauteuil avec une question qu'on pose à tous les invités. C'est quoi, toi, ton premier moment de politisation ? C'est quoi ton premier moment de rapport à la politique ? Ouais, moi, mon premier moment de rapport à la politique, c'est quand j'étais adolescent. Il y a eu un mouvement social qui a été souvent le premier mouvement social pour beaucoup de gens de ma génération. C'était contre le contrat première embauche, donc qui était une réforme du Code du travail sous Dominique de Villepin, qui était à l'époque Premier ministre. Voilà, c'était en 2006, c'était l'année de ma terminale. Et en fait, c'est le genre de mouvement social qui oblige en fait, tout le monde à se positionner. C'est ça qui est intéressant avec les mouvements sociaux, c'est que ça devient un sujet d'actualité. Et donc moi, j'ai dû, avec mes amis, me dire qu'est-ce qu'on pensait de ça. Et ça a créé des effets en cascade. C'est-à-dire se rendre compte de ce qu'est une réforme du Code du travail, de ce qu'est le marché du travail, de ce qu'est le capitalisme, de ce qu'est la répression policière, de comment fonctionne la démocratie avec énormément de guillemets en France. Donc je pense que ça a été principalement ce moment-là, vraiment, où la politique c'est devenu quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui a pris de la place dans mon quotidien. Avant, j'avais des opinions, mais qui étaient faiblement construites et sur lesquelles j'avais énormément de doutes. J'étais pas quelqu'un de très politisé. Et dans ta famille, dans ta jeunesse, est-ce que tu as eu des moments de rapport à la politique ? Peut-être pas forcément de la politique comme on l'entend, mais des moments qui t'ont marqué politiquement ? Je pense que dans ma famille, quand j'étais enfant et adolescent, n'était pas très branché sur la politique. Voilà, il y a des gens, ils ont des familles où la politique est omniprésente. Moi, c'était pas mon cas, c'était pas des militants. Mais je pense quand même que ce qui pouvait créer de la discussion, c'était les grandes questions de société, par exemple, les questions féministes, les questions aussi de rapport à l'homophobie. Moi, évidemment, étant, alors à l'époque, pas explicitement homosexuel, mais me posant beaucoup de questions par rapport à ça, cette question-là de la liberté des individus par rapport au groupe, c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup. Et je pense que c'était des discussions qu'on pouvait avoir, oui. Donc cette question de l'individu par rapport à la société et à ses normes, je pense que c'était des moments antérieurs. Et puis, je crois vraiment que moi, ce qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est, comme beaucoup de gens, c'est la question de la pauvreté. Enfin, je pense que les enfants font cette expérience-là. C'est-à-dire que quand tu es enfant, la première fois que tu vois quelqu'un dans la rue, ça soulève énormément de questions que souvent les adultes essaient de pas trop y répondre maladroitement, parce qu'en fait, ça reste un truc fondamentalement injuste, intolérable, injustifiable. Je pense que la question de la grande pauvreté, c'est quelque chose qui m'a frappé étant gamin, par exemple. Pourquoi il y a des gens plus riches que d'autres, quoi, tout simplement. Oui, et c'est quelque chose que quand t'es gamin, c'est une question naturelle que tu te poses et après tu la déconstruis, j'ai l'impression, plus tard. Ça te choque plus quand t'es gamin de voir quelqu'un dans la rue et tu te posais la question du pourquoi que maintenant, quoi. Je sais pas si tu te souviens, moi, une discussion qui m'avait frappé maintenant qu'on en parle à l'école primaire, je me souviens, c'était de voir comment, sur la question des SDF, des gens qui donnaient dans la rue, tu avais déjà des gamins qui répétaient un peu ce que leur disaient leurs parents pour se rassurer, à savoir, par exemple, moi je me souviens d'une discussion comme ça, je devais être en CM1, CM2, un truc comme ça, où c'était des amis, des camarades de classe qui disaient faut pas donner d'argent aux SDF parce que sinon ils vont s'acheter à boire. Tu vois, il y avait déjà. Donc en fait, déjà, il y avait ce truc de... quand j'y pense, en fait, les discussions, ça portait là-dessus, sur des sujets de société. Il y avait aussi la question de la religion, tu vois, qui se définissait comme chrétien ou pas. Moi, j'étais dans une région dans le sud-ouest, le christianisme, c'était quelque chose de fort dans les familles. Donc, quel est le rapport à la religion ? Mais vraiment, cette justification de la pauvreté, moi, je ne l'ai pas entendu, pour le coup, dans ma famille. On m'a toujours dit que ça restait un immense malheur et que pas grand-chose ne justifiait ça, finalement. Donc, on n'a pas fermé la question en ce qui me concerne, quoi.
Et qu'est-ce que tu fais après tu parlais de ton premier moment de politisation au lycée, du coup. Après le lycée, comment la politique s'installe dans ta vie? À quel moment tu te dis, ok, je veux en faire, enfin pas mon métier parce qu'on va en parler peut-être, mais pour toi c'est beaucoup d'engagement bénévole aussi. Comment tu décides que ça va devenir ta vie? Bah, je pense que peut-être via les sciences humaines. Je crois que beaucoup de gens qui se politisent, enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'être un profil très répandu. C'est-à-dire, en gros, tu te politises au lycée, certains au collège, tu t'intéresses du coup à la question des injustices et des disciplines qui te permettent d'aller vers ça, c'est quand même les sciences humaines. Dans mon cas, c'était la sociologie, voilà, c'était quelque chose qui... Voilà, cette année de terminale m'avait aussi beaucoup frappé comme étant un grand centre d'intérêt pour moi. Et ça m'a fait abandonner professionnellement tous les projets que j'avais. Moi, par exemple, je voulais être pilote. C'était mon obsession. Ouais, c'était la question. C'était l'aviation. Enfin, moi, j'étais plutôt intéressé par les questions techniques. Mais en fait, j'ai rapidement bifurqué parce que je me disais, bah non, il y a des choses plus graves que de faire décoller un avion. Et la sociologie, pour moi, ça a été une porte d'entrée sur cette question des injustices, de qu'est-ce qui justifie les injustices, quoi. Pour moi, la sociologie reste cette discipline, en tout cas une des disciplines qui permet d'y répondre. Et ensuite, c'est parce que j'ai fait le choix de poursuivre des études en sociologie et puis en philosophie que la question de la politique est devenue assez centrale dans ma vie, même si, là c'était une autre grosse déconvenue que j'ai eue. Enfin, une déconvenue, c'est que je pensais que quand tu allais à l'université, que tu faisais de la sociologie, tu étais qu'entouré de gens qui voulaient faire la révolution. En fait, le milieu universitaire, c'est pas ça du tout. Mais c'est via ça et le fait que dans ces années-là, en fait, entre les années 2005 et 2010, il y a eu beaucoup de mouvements étudiants. Oui, à partir du moment où moi j'étais et dans des disciplines de sciences humaines et dans des mouvements étudiants, j'étais le classique gaucho de fac qui, du coup, participe à un mouvement social par an. Voilà, on disait à l'époque, la presse se moquait de nous en disant qu'on passerait des licences grève et des masters blocages. Moi, je correspondais un petit peu à ce profil-là aussi. Ouais. Donc, tu as créé aussi un espace, on va dire, révolutionnaire, à savoir Frustration. Comment ça se crée? Comment c'est lancé? Par souci d'honnêteté, je dois préciser que je travaille aussi à Frustration. Mais, une déclaration de conflit d'intérêt. Ouais. Bon, parce que j'ai eu des commentaires sur un des fauteuils qui me disait faudrait que tu précises que tu as déjà travaillé à la France Insoumise. Donc là, je précise, je travaille aussi à Frustration. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt, ne vous inquiétez pas. Ouais, moi, j'ai déjà fait des chroniques aux médias il y a quelques années. Voilà. Finalement, c'est un espace commun. Voilà, exactement. Comment Frustration est lancée? Comment tu décides de lancer ça? Est-ce que tu imaginais déjà à l'époque l'importance que ça allait prendre En fait, déjà, moi, du coup, pendant mes études, je travaillais à côté, donc, et c'était le cas de la plupart de mes amis. Donc, on avait nos premières expériences du salariat, nos premières expériences du marché du travail, de ces injustices, nos expériences du logement dans des grandes villes. Enfin, c'était des petits trucs, voilà, que plein de gens, enfin, la plupart des gens expérimentent. Et à partir de là, je crois que ce que j'ai pu ressentir déjà, en fréquentant des organisations militantes, moi j'étais plutôt dans l'extrême gauche, on va dire, plutôt le NPA au moment où ça a été créé et tout, c'était ce genre de choses-là qui me faisaient vibrer. Mais ce que je ressentais beaucoup très tôt, c'était quand même le fait que ces organisations militantes, et notamment ces productions médiatiques au sens large, c'est-à-dire les journaux qu'on te vend en manif, déjà... Ça commençait tout juste à exister sur Internet, ça n'a pas été, l'extrême gauche n'a pas été sur Internet tout de suite, mais toutes ces productions-là, elles étaient vraiment absconnes, elles étaient difficiles d'accès. Moi, ce qui me frappait dans les milieux militants, anticapitalistes et révolutionnaires, c'était à quel point, en fait, fallait avoir une famille de communistes depuis 10 générations pour capter ce qui se jouait là. Et c'était des milieux qui étaient, du coup, exclusifs et qui étaient destinés à des gens qui, en fait, avaient déjà les codes et militants et culturels. Et très tôt, avec mes camarades, ça a été une critique forte qu'on a fait à ce milieu-là. C'est de se dire, mais en fait, les personnes limite les plus concernées par les problématiques anticapitalistes, à savoir les salariés les plus précaires, vont être ceux qui vont pas pouvoir se retrouver dans ce genre d'organisations qui sont un peu aristocratiques et où finalement, ceux qui sont comme un poisson dans l'eau là-dedans,
je pense que c'est toujours un peu le cas, c'est des universitaires, par exemple. C'est ceux qui ont le plus de capital culturel, Voilà. finalement. Ouais. Et c'est pas tant, quand on dit plus de capital culturel, c'est vraiment au sens de Bourdieu. C'est-à-dire, c'est pas tant, c'est des gens qui connaissent des quantités de choses, c'est qui connaissent les bonnes choses à mobiliser de la bonne façon. Voilà. Et que, en fait, voilà, parce que souvent, quand on dit capital culturel, on entend être cultivé ou pas. Non, en fait, c'est pas ça. C'est vraiment, est-ce que tu as la maîtrise des bons codes et la bonne façon d'en parler? Et est-ce que tu peux montrer ton appartenance à un milieu avant d'y entrer? Et en fait, c'est pas le cas dans le monde politique et militant. Souvent, en fait, il faut être rompu à certains codes. Faut, enfin voilà, se tenir d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, lire les bons trucs, s'habiller d'une certaine façon. Et donc, on a eu tôt la critique de ça. Et je pense que l'idée de frustration, c'est venu à ce moment-là, et qui est voilà, c'était venu, je pense qu'on devait finir nos études et puis à ce moment-là, on était tous, quand on a fondé Frustration, on avait tous des petits boulots en CDD, plutôt dans la fonction publique ou les collectivités, etc. On se rendait compte que nos expériences de la précarité, par exemple, on les retrouvait peu dans les productions anticapitalistes de l'époque et dans les médias indépendants de l'époque qui ne sont pas les médias indépendants d'aujourd'hui. On parle d'un truc il y a 10-15 ans. Les choses sont beaucoup améliorées depuis. Ce que je dis souvent, c'est voilà, ce qu'on a fait à Frustration, d'autres l'ont fait aux médias ailleurs, etc. Et maintenant, je trouve que la production politique au sens large, elle est beaucoup moins élitiste qu'elle ne l'était il y a 10-15 ans. Mais nous, c'est d'abord par rejet de l'élitisme qu'on a fondé Frustration Magazine. C'était ça notre première ligne. C'était un média accessible à toutes et tous, facile à lire et qui aussi avait une certaine esthétique. Ça, c'était quelque chose d'important. Parce qu'on se rendait compte aussi qu'il y avait toute une esthétique de l'extrême gauche, un peu folklorique, qui ne nous plaisait pas du tout. Et donc, quand on a fondé Frustration, on voulait surtout pas reprendre les codes de l'extrême gauche et de la gauche radicale. Ouais, vous vouliez aussi que que ça soit agréable à consommer comme produit, voilà, le terme de capitaliste, comme communication, il y a vraiment une insistance sur la DA. Ouais, voilà, on disait pas la DA à l'époque, mais quand je dis à l'époque, j'ai l'impression qu'on parle des années 70, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, exactement, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit beau. Enfin, c'est quand même une quête de beau, mais qui ne soit pas le beau de la classe bourgeoise, qui soit autre chose, un truc plus hybride sur lequel on a beaucoup travaillé. Et vraiment, quand on a fondé Frustration, il faut savoir que ça n'avait pas d'ambition. C'est-à-dire que c'était vraiment un truc, on était 6, on faisait un tirage à 100 exemplaires d'un trimestriel écrit en blanc sur fond noir. C'était vraiment une production confidentielle, mais et tout ça a pris énormément de temps, parce qu'en fait, ça a toujours été bénévole, ça a été bénévole longtemps. Et puis surtout, nous, on le voyait comme un truc pour s'entraîner à écrire, quoi, et trouver notre style, trouver notre patte, et trouver notre esthétique aussi. Donc on est passé par beaucoup de choses, et vraiment, les tout premiers numéros de Frustration, il y a une esthétique en noir et rouge, un peu obscure, que d'aucuns jugeraient confuse d'ailleurs. Oui, le noir et le rouge, en plus, c'est connoté. Ouais, c'était connoté, et puis ça correspondait à il y avait plein d'influences variées, parce qu'on était beaucoup moins formés, ou en tout cas, on avait beaucoup moins réfléchi à ce qu'on voulait, que maintenant, évidemment. Pour rester sur Frustration, comment tu visualises le rôle de Frustration dans la bataille culturelle, terme qui est très très présent en ce moment, notamment avec le rôle que doit jouer Nova, le rôle que doivent jouer les médias indés à la veille des élections, à la veille d'un risque potentiel de l'extrême droite au pouvoir. Nous, tu vois, c'est vrai qu'on est critique du terme de bataille culturelle parce que il a tendance à exagérer. Enfin, moi, je trouve que ça exagère la place des idées dans la lutte. C'est-à-dire que les idées jouent un rôle, les informations jouent un rôle, mais ce qui joue vraiment un rôle fort, c'est notre capacité à s'organiser et à agir, quoi. Et je pense que c'est ça qui nous manque le plus. Donc souvent, il y a un peu cette idée qu'il faut... il y a une obsession, d'ailleurs, de dire il nous faut plus de médias, il nous faut plus de bouquins, etc. Bon, moi, je suis dans cet univers-là, donc bien sûr, ça me plaît, mais je sais bien qu'il faut avoir une certaine distance par rapport à ça, que la lutte se joue pas que sur les idées et pas que sur la culture. Ça, c'est un préalable. Mais il y a autre chose. C'est que, donc je dis, la question c'est comment on s'organise, est-ce que tu as des collègues sur qui compter, avec qui tu peux aller en manif, est-ce que tu as un syndicat, comment il est fait, etc. Ça, j'y crois beaucoup. Est-ce que dans ton quartier tu peux former un syndicat de locataires? Je pense que c'est ça qui va changer la donne. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce qui va faire que tu vas agir,
ça peut être quelque chose comme une atmosphère culturelle, une sorte de culture, par exemple de la contestation. Et donc je pense que Frustration essaie de contribuer à ce qui pourrait être une culture de la contestation, une culture de la rébellion. Et il y a énormément de choses qui, dans un pays ou ailleurs, ou dans le monde d'ailleurs, contribuent à une culture de la contestation. Je veux dire, actuellement, le truc international qui contribue à une culture de la contestation, c'est One Piece, par exemple. Oui. Le fait que ça soit, que les symboles de One Piece soient dans énormément de mouvements sociaux de l'année écoulée. Oui, de la génération Z. Ouais, montre que là, on a une œuvre culturelle qui n'a pourtant pas, a priori, de prétention ultra-politique, qui en fait produit des effets très politiques. Mais donc, en fait, il y a cette atmosphère-là. Et à Frustration, il y a ça. Donc, on essaie de contribuer à ça. Et là-dedans, il y a un autre truc qui est important, c'est que je crois que nous, on n'est pas tant un média d'information, même si nos articles comportent des informations sûres et vérifiées, bien sûr. Mais par contre, ce qu'on essaie de produire, c'est quelque chose de l'ordre de... Moi, je crois que l'effet que j'aime bien lire dans les retours des uns et des autres, ou entendre, c'est pas tant « Ah, j'ai appris un truc que je savais absolument pas », c'est « Ah, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait un souci avec ça, et vous avez mis des mots dessus, et du coup... » Voilà, ça m'a donné envie de te foutre le feu. Donc ça m'a radicalisé. Ouais, ça radicalise. Moi, je dirais même ça décomplexe, ça légitime. C'est-à-dire que, en fait, je pense la colère vis-à-vis du capitalisme, elle est très présente et elle est assez naturelle. Par contre, après, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont venir à l'inhiber, quoi. Donc, notamment, voilà, la droite, la bourgeoisie va en permanence essayer de nous donner des justifications aux injustices. Et donc nous, en fait, déjà, on dégomme ces justifications, et puis on essaie d'aller plus loin, c'est-à-dire dire vraiment, en fait, on pourrait vivre sans tout ça, et ça serait mieux. Et ça, il me semble que c'est un taf important, et auquel on essaie de contribuer, donc vraiment décomplexer, légitimer ce que les gens pensent souvent déjà, pour qu'ils se sentent justifiés de le penser, et que du coup, ils agissent. À la fin, moi, c'est ça que j'aimerais pouvoir provoquer. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que j'allais revenir sur quelque chose dont on a beaucoup parlé. J'avais pas l'impression que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias. C'est le magazine de cette année, Frustration, sur la ville, qui est là. Ouais. Achetez-le. C'est quoi ton rapport à la ville, et pourquoi cette idée est venue d'y consacrer tout un numéro, et peut-être pour les gens qui ne l'ont pas lu, même si j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, comment tu pourrais leur expliquer la centralité de ces questions-là dans la lutte politique ? Ouais, carrément. Tu vois, ce numéro papier, déjà, il faut préciser que Frustration Magazine, ça a été d'abord un trimestriel papier. Ensuite, on est passé 100% sur le web. Ça reste un magazine majoritairement, c'est un web magazine gratuit, sans publicité, etc. Et puis la partie payante, on va dire, c'est cette revue, qui est une revue annuelle où on essaie vraiment de travailler sur des articles ultra qualitatifs et sur un thème. Donc là, vraiment, le thème, c'est en finir avec la vie capitaliste. Et la question de la ville, c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup bossé dessus pendant mes études de sociologie. J'avais même commencé une thèse que je n'ai pas finie sur les questions de mouvements sociaux urbains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de penseurs qui, dans les années 70-80, de penseurs marxistes, qui ont théorisé le fait que la ville était devenue un terrain privilégié d'extension du capitalisme dans nos vies, et que du coup, peut-être que la ville pouvait être un terrain privilégié de la lutte. Alors depuis, je suis un peu revenu de ces théories parce qu'elles avaient tendance à dire en fait, la question du travail, c'est secondaire. Maintenant, ce qui compte, c'est les luttes urbaines, par exemple. Ce qui est un peu, par exemple, la pensée de Jean-Luc Mélenchon dans l'ère du peuple. Il y a beaucoup de ça. Il est très inspiré de ces auteurs-là. Donc, en France, c'était Henri Lefebvre. Aux États-Unis, c'est David Harvey, par exemple, qui donc, théorise quand même l'importance de la ville pour l'accumulation capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, la ville permet de créer un débouché. Et le capitalisme, il a besoin de débouchés, il a besoin de nouveaux marchés en permanence. Et la ville, c'est très bien parce qu'à la fois, c'est un énorme débouché pour le secteur de la construction et c'est un énorme débouché pour le secteur immobilier. Et quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il va beaucoup théoriser le fait que ce qui va nous... Voilà, la source majeure d'inégalité, de source d'inégalité, ça va être l'accès aux grands réseaux collectifs, etc. Et ce faisant, il balaye un peu, voire, ça dépend de ses propos, mais parfois il balaye carrément la question de l'exploitation au travail, qui reste pourtant la source première et originelle de l'exploitation capitaliste, même de la création du capitalisme, même si on peut même remonter plus loin. Donc la source première de la richesse de la bourgeoisie européenne, par exemple, c'est l'esclavage, donc une forme encore plus radicale d'exploitation. Mais
Pour en revenir à la ville, pour autant, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que moi, je n'oppose pas l'un à l'autre, et la frustration non plus. On se dit, bah oui, la ville, c'est un lieu où se joue quand même une exploitation forte. On peut même dire que on subit une double ou une triple exploitation. La double exploitation qui a été théorisée par notamment les féministes matérialistes, c'est de dire que les femmes, par exemple, elles subissent l'exploitation au travail, ensuite elles subissent l'exploitation sur le travail domestique. Et la triple exploitation, je dirais même, c'est qu'on se fait dépouiller par des propriétaires, par des enseignes d'hypermarchés, par exemple. C'est-à-dire que sur nos besoins fondamentaux, nous sont prélevés toute une partie de nos revenus. Et voilà, on a vraiment l'impression, on voit beaucoup ces mèmes de plus en plus sur les réseaux sociaux, où c'est genre, après une bonne journée de travail, c'est cool, puisque tu as pu transférer de l'argent de ton patron, de ton patron vers ton propriétaire, quoi. Ouais. Donc en fait, en plus, je trouve que subjectivement, la question de la ville, c'est quand même un lieu où on voit parce que ça peut être l'enfer capitaliste, littéralement, puisqu'en fait les villes c'est aussi des lieux effrayants, c'est des lieux où il y a des concentrations de richesse et des concentrations de pauvreté. Voilà, là on est en Île-de-France, c'est quand même particulièrement le cas. Et donc en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait on peut visualiser l'injustice du capitalisme. Et alors en plus là, on est en pleine canicule, on visualise aussi la non-durabilité du capitalisme. Voilà, les villes, ça va devenir un gros problème pour la survie de l'humanité. C'est à la fois la source d'énormément d'émissions de CO2 et en même temps, c'est un endroit qui devient invivable quand il y a des vagues de chaleur comme en ce moment. Bref, en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent objectivement et subjectivement dans notre rapport au capitalisme à travers la ville. Et par conséquent, ça peut être un lieu de résistance vraiment intéressant, en plus de ce que devrait être la résistance au travail. C'est pour ça qu'on a voulu travailler là-dessus. Et le travail, c'est central dans ta pensée, dans tous les ouvrages que tu as publiés. C'est quoi ton premier moment de violence dans le travail? Est-ce que tu as un moment qui t'a marqué dans les expériences que tu as pu vivre? Moi, je pense que j'essaie d'y réfléchir, mais déjà, j'ai pas été la personne la plus exposée à l'exploitation au travail. Enfin, je veux dire, par exemple, du fait que j'ai fait des études, j'ai pu m'épargner tout un boulot, toute une partie de boulot physique et pénible. Ça que j'ai. Enfin, moi, des boulots physiques de vente, par exemple, ou de logistique, j'en ai plus fait pendant mes études, mais nous, à Frustration, on dit souvent ça compte pas, quoi. Quand les gens, quand tes invités te disent pendant un mois, j'ai travaillé à l'usine Picard, Oui. Oui, mais c'est pas pareil en fait. C'est un travail d'été où tu sais que tu as une fin. Exactement, en fait. Du coup, tu peux subir c'est une expérience. C'est fini dans 20 jours, quoi. Exactement, c'est pas pareil. Et on dit ça parce que ça nous arrive dans les entretiens que les gens ils nous disent ça, on est là. Non, ça c'est pas pareil. Donc moi, j'exclus ça. Moi, j'ai plus, du coup, j'ai fait des boulots dans le secteur tertiaire. Et peut-être que, oui, moi, ma première expérience de ce que pouvait être la violence au travail, c'était dans le secteur public. Moi, j'étais vacataire puis contractuel à l'université publique. Beaucoup de gens savent que c'est un lieu de maltraitance des salariés, des étudiants. Et les premières fois qu'on a tenté de se rebeller, notamment en 2016, en montant un collectif d'enseignants précaires, de travailleurs précaires d'université, on a eu une répression, vraiment de la part de notre hiérarchie qui était hyper intense. Donc je dirais à la fois c'est pas grave, par rapport à d'autres choses dont on parle beaucoup dans Frustration, mais en même temps, oui, ça a été des expériences de ce qu'était la violence au travail, c'est-à-dire moi, principalement, mes expériences les plus négatives, c'est des expériences de hiérarchie, quoi. C'est-à-dire, en fait, très, très vite, du coup, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui parle beaucoup de ça. Moi, la hiérarchie, c'est une expérience qui m'est étrangère, que je trouve absurde, comme beaucoup de gens, en fait. C'est-à-dire d'être dominé par des gens qui le sont juste parce que ils ont passé des concours en plus de toi, ou ils sont plus riches que toi, ou ils sont plus vieux que toi. Ça m'a toujours semblé absurde, et ça m'a toujours semblé... j'ai toujours l'impression que ça venait percuter mes libertés, y compris même mon efficacité en tant que travailleur. Est-ce que, je fais un petit aparté parce que tu le dis pas, mais c'est pour ça que tu as installé, collectivement, vous avez installé à Frustration un modèle où il y a très peu il y a quasiment pas de hiérarchie. C'est très collectif comme mode de fonctionnement. Oui, puis alors, le fonctionnement collectif, c'est un objectif, parce que dans la réalité, il y a toujours des différences de statut au sein d'un groupe. Donc pour faire en sorte que vraiment tout le monde ait le même poids dans la décision, c'est du travail qui est toujours en cours. Par contre, il y a un truc auquel on tient beaucoup, c'est la question de l'autonomie, quoi. C'est-à-dire les gens, ils sont libres de travailler sur ce qu'ils veulent, dans les conditions qu'ils veulent.
Et du coup, c'est pas un média où on va se micromanager, on va avoir des procédures très strictes sur la façon dont on travaille. Et oui, ça nous tenait à cœur pour des raisons politiques et puis moi pour des raisons personnelles par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt des personnes qui avons des expériences du salariat négatives. Donc, on ne voulait pas reproduire un modèle comme ça. En parlant d'expérience du salariat négatif, avant de fonder Frustration, tu as été, entre autres, collaborateur parlementaire. C'est quelque chose qu'on partage. Tu peux parler de cette expérience un peu à l'Assemblée, parce que c'est quand même assez frappant comme expérience de la bourgeoisie et des instances et justement de ces questions de hiérarchie. Je pense que c'est un bel endroit pour les comprendre et les subir en tout cas. Absolument. Je pense l'expérience d'assistant parlementaire, elle est souvent négative pour la plupart des gens, on va pas se mentir. Moi, donc, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale de 2017 à 2019 pour le groupe France Insoumise. Au début, c'était une expérience enchanteresse, si tu veux, parce que moi, qui avait toujours milité, etc., qui avait travaillé bénévolement pour la campagne de Mélenchon en 2017, pour moi, c'était incroyable. C'était d'ailleurs mon premier CDI. Voilà, j'avais 29 ans, donc j'ai eu l'impression de franchir un cap, et en plus, j'avais l'impression d'être à ma place, quoi. Je pense que beaucoup de gens qui débarquent à l'Assemblée nationale pour aider leur groupe politique préféré pensent ça. Et en plus, c'était la constitution du groupe France Insoumise. Donc, c'était vraiment l'irruption d'une force de gauche radicale dans le Parlement. C'était génial. Enfin, les premières semaines ont été très exaltantes. L'impression de changer les choses. Et je pense que ça a été le cas. Enfin, moi, je garde à la fois un souvenir mémorable. Et en même temps, très vite, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Ça que beaucoup d'assistants parlementaires expérimentent. C'est qu'en fait, tes camarades deviennent tes patrons sans dire qu'ils le sont. Du coup, moi, je me méfie beaucoup maintenant des hiérarchies implicites. Et c'est vrai que nous-mêmes, du coup, à Frustration, on réfléchit toujours à la notion de hiérarchie implicite. Parce qu'en fait, ça existe, que tu le veuilles ou non. Et en fait, tu te retrouves... des gens qui étaient tes camarades, donc qui étaient des égaux, deviennent tes supérieurs hiérarchiques. Avec des inégalités de revenus qui sont très importantes, puisque, comme on sait, les députés sont très bien payés, avec en plus une enveloppe de frais de mandat qui font que, globalement, leur indemnité, c'est quand même de l'argent de poche. Et là, tu te retrouves dans un cadre légal qui est flou. Et oui, parce qu'assistant parlementaire, c'est un secteur où il n'y a pas de convention collective. Il y a quelques avancées ces dernières années, mais globalement, on n'y est pas. Comme c'est une profession numériquement très faible en France, elle est très peu organisée. Enfin, c'est ça aussi, parce qu'en fait, c'est quelques milliers de personnes, avec des fiches de poste très mal définies quand il y a des fiches de poste. Donc, en fait, pendant ces 2 ans, à la fois, j'ai eu l'impression de participer à des choses très exaltantes politiquement, mais par contre, à titre professionnel, des conditions de travail vraiment extrêmes. Je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, d'ailleurs, en termes horaires. Et honnêtement, ça m'a rendu malade au bout de quelques mois, comme ont été malades beaucoup de mes collègues. Donc, à partir du moment où on est tombé malade collectivement, donc sur du burn-out concrètement, il y a eu la volonté de s'organiser pour être en discussion avec nos parlementaires sur comment on pouvait améliorer les choses. Et oui, autre expérience difficile, difficile, c'est que cette discussion n'a pas été facile, alors même qu'on parle de camarades. Et ça, je pense que c'est la double... ça, c'est quelque chose de très répandu. J'ai beaucoup travaillé là-dessus par la suite, ensuite comme expert en santé au travail, le métier que j'ai fait après, où j'ai pu faire des missions dans le secteur associatif. On rencontre le même genre de problème, c'est des conflits de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est quand tu as l'impression de faire des choses que tu réprouves ou d'être traité de façon pas conforme aux valeurs de ton collectif. Ça, dans le secteur associatif, c'est extrêmement répandu. Oui. Et ça crée un type de souffrance. Alors, je dirais que c'est pas que propre au secteur associatif, à la politique, parce qu'en réalité, moi, quand j'allais voir des boîtes du secteur privé, tout le monde essaie de faire... en tout cas de se raconter qu'il fait un travail qui n'est pas simplement financier. Et donc du coup tout le monde est constamment déçu parce qu'en fait tu découvres que le sens de ton travail n'est pas forcément celui auquel tu pensais. Mais c'est vrai que quand tu travailles pour des politiques de gauche et que tu tombes malade à cause du travail et que les conditions de négociation sont pas bonnes, eh bien ouais, t'es déçu profondément. Et là la déception profonde que beaucoup de gens ont pu ressentir à ce moment-là et continuent de ressentir, et dans tous les groupes politiques particulièrement de gauche, parce que
On va dire, quand tu travailles pour des gens de droite, tu sais à qui tu as affaire, tu vois. Au moins, c'est écrit sur l'étiquette. Mais c'est vrai que quand tu bosses pour des gens de gauche, tu t'attends à ce que ça soit mieux. Et spoiler, c'est pas mieux, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas les idées, mais ça, on en revient à un truc très matérialiste, hein, c'est bien les rapports sociaux, c'est les rapports de production. Donc quand tu as des liens de subordination très forts avec quelqu'un, quand bien même cette personne peut, sur BFM TV, tenir des discours de défense des salariés qui vont être sincères, encore une fois, bah, dans les faits, si les conditions matérielles ne sont pas faites pour qu'il y ait de la bientraitance au travail, tu seras maltraité, quoi. Et ça, cette expérience-là, pour moi, elle a été très forte. Et m'a rendu très défiant aussi. Je pense que malheureusement, ceux qui passent par là ensuite se disent bon, la politique, je vais y réfléchir à 2 fois avant d'y remettre les pieds, parce que c'est un lieu violent. D'ailleurs, pour les députés et les politiques eux-mêmes, je ne dis pas qu'eux passent un super moment non plus. Je pense que c'est des lieux violents, et c'est des lieux violents du fait qu'ils ne sont pas conçus. Et là, j'en reviens à la partie plus macro. Pour des révolutionnaires ou même des gens de gauche radicale, c'est conçu pour la bourgeoisie. Oui. Donc en fait, tout le monde pète un peu des câbles là-dedans pour des raisons sociales, des députés qui d'un coup sont beaucoup plus payés, ils ont toute l'administration de l'Assemblée, c'est des gens qui vont être hyper déférents avec eux, je pense que tu te souviens de ça aussi, cette espèce d'ambiance aristocratique qui règne dans ce... Les gens qui t'ouvrent les portes déjà. Oui. De toute façon, le Parlement français, il siège dans des anciens palais de la monarchie, rien que ça, il y a un petit problème. Moi, j'ai toujours proposé qu'on délocalise ça hors de Paris et dans des bâtiments récents, par exemple, plutôt que dans des palais des Bourbons. Donc en fait, il y a des anomalies comme ça. Les cérémonies d'arrivée des présidents avec les gardes, les roulements de tambour. Et les premières fois que tu vois ça, t'es en mode ah c'est pas ce que j'imaginais, quoi. Toi aussi, t'as ressenti cette gêne profonde de qu'est-ce qu'on fout là, enfin, ouais. Tu vois, genre, il y a un petit côté très royauté, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que la question de comment tu t'adaptes quand tu es une force subversive à ce genre d'environnement-là, c'est une vraie question. La France insoumise se la pose, mais pour moi, elle ne se l'est pas posée assez, notamment sur les questions salariales. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé que la façon dont tu te traites au travail va ensuite définir fondamentalement les idées que tu portes, et que si tu ne prends pas en charge cette question... Certains députés la prenaient en charge mieux que d'autres, et certains bien pire que d'autres, voire même ouvertement la négliger. Tu risques quand même de changer aussi. En fait, ça te change les rapports sociaux. Ça change profondément ce que tu penses et comment tu vis. Donc voilà, cette expérience-là, c'est pour moi une expérience contrastée, parce qu'à la fois, ça a été beaucoup de bonheur et quand même de fierté à un moment où j'ai trouvé qu'on a fait quelque chose d'important pour la vie politique française. Et en même temps, pour moi, ça a été un moment difficile à titre personnel, puisque j'ai été malade longtemps de cette situation. Et je pense que j'ai mis du temps à me reconstituer aussi de ça. Et ça a été un combat syndical, parce que j'étais syndiqué, qui a été un des plus durs, honnêtement. En tant que révolutionnaire, justement, tu en parlais un peu avant, comment on doit approcher la politique électorale ? Est-ce qu'on doit toujours se méfier ? Ça peut être un outil pour aboutir à nos fins ? C'est l'éternelle question qui agite le camp révolutionnaire. Et par révolutionnaire, je définirais, en fait, c'est ceux qui pensent qu'on doit changer la société par des changements quand même profonds et relativement rapides. Voilà, contrairement à ce que disent les gens qui veulent dénigrer notre point de vue, ça n'a jamais été de croire en un grand soir. Oui. C'est bien des changements radicaux, progressifs, mais quand même un processus avancé. Et les gens qui vont être réformistes vont dire non, on va essayer par petites touches au sein des institutions existantes d'améliorer le sort des gens. Donc, les révolutionnaires qu'on fait partie, par exemple, du mouvement ouvrier français, et même à l'international, les questions se posent sur tout un tas de combats. Le combat décolonial aussi se les pose, etc. La question du rapport aux institutions, elle est compliquée, quoi. C'est-à-dire que les institutions sont le lieu où se joue le pouvoir politique. Donc, la question, c'est quelle place tu y prends et à quel point la place que tu y prends te transforme. Et en France, on a une expérience de ça qui est contrastée, parce qu'en fait, toute une partie de l'héritage du mouvement ouvrier, ça a été le Parti socialiste, qui, en fait, dès les années 30, s'installe dans les institutions, est transformé par elles. Alors plus ou moins on peut toujours dire oui mais c'était des traîtres, il y a cette question de la trahison, mais moi je dirais que c'est une question qui est un peu nulle et non avenue, parce qu'en fait c'est pas une question morale, c'est une question matérielle. Qu'est-ce que les institutions te font et comment tu te protèges de ce qu'elles font. À Frustration Magazine, notre ligne qui est évolutive bien sûr, c'est de dire si tu négliges par exemple totalement la question électorale en disant c'est pas là que ça se joue camarade, ça va être dans les luttes, ça va être dans la rue,
En fait, en gros, tu as deux points de vue qui vont être concurrents. Tu as un point de vue qui va être le changement, il viendra par les élections, parce que c'est comme ça que ça marche. Si on prend le contrôle de la 5e République, on pourra faire la 6e, et l'État nous permettra de transformer les choses. Puis tu as l'autre discours qui est de dire non, tout ça, c'est des conneries. On va plutôt, c'est dans la rue, par la grève générale insurrectionnelle qu'on va réussir à changer la situation. Et ben, ces deux points de vue, il n'y en a aucun qui est absolument vrai. Enfin, je veux dire par là que les exemples historiques tendent à nous montrer que les changements, notamment qui nous ont permis d'obtenir des réelles avancées par rapport à la bourgeoisie, ont plutôt eu lieu dans des contextes de mouvements sociaux, juin 36, mai 68, etc. Mais on ne peut pas négliger le fait que les institutions électorales aient joué un rôle là-dedans, et qu'en 36, typiquement, on peut dire que c'est la conjonction des deux, mais en même temps, c'est clair que s'il n'y avait pas eu de grève ouvrière en 36, il ne se serait rien passé du tout, parce que c'était une coalition bien timide quand même qui était au pouvoir. On a énormément de contre-exemples sur la question électorale, je veux dire, le mitterrandisme, c'est quand même vraiment l'expérience pour toute une génération du fait que se contenter simplement de donner du pouvoir à des gens bien ne suffit pas pour changer bien la société, voire même que tout l'inverse peut se produire. Et que donc il faut prendre acte aussi de ça et avoir un rapport aux institutions et aux élections qui, moi je trouve, est un rapport décentré. Nous, je crois que c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que on essaie à la fois d'avoir une ligne claire là-dessus. Moi, je dis, voilà, quand on me demande publiquement, moi, je dis, moi, je vais voter France Insoumise, ça me semble évident. C'est la seule force de gauche qui est en capacité de gagner et qui peut transformer la société, mais dans une certaine mesure. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que la France Insoumise peut aider à sortir de la France de positions internationales catastrophiques pour d'autres peuples, notamment la Palestine, mais que par contre, sur le changement des rapports sociaux, économiques et même coloniaux à l'échelle mondiale, à elle seule, ça ne suffira pas. Et je pense que la société, elle change beaucoup à travers les mouvements sociaux, et beaucoup à travers les évolutions de la société qui se font via le militantisme, via l'associatif, etc. Le combat féministe, c'est beaucoup des mouvements sociaux en réalité. C'est pas simplement des gens qui sont arrivés en mettant en place des lois. Souvent, les lois sont arrivées après coup. C'est pareil pour le combat LGBT. Les suffragettes au Royaume-Uni poser des bombes, par exemple. Oui, voilà. Il y a eu beaucoup de choses. L'histoire est souvent réécrite en nous faisant croire que c'est uniquement des changements institutionnels qui font que des avancées ont été obtenues. C'est jamais le cas. Donc moi, j'ai tendance à avoir une vision défiante. Voilà, je pense que c'est important, défiante de la politique institutionnelle, parce que la politique institutionnelle fonctionne selon les règles qui sont fixées par la bourgeoisie. Que la bourgeoisie, en fait, elle accepte un certain nombre de changements, mais dans un cadre extrêmement restreint. D'ailleurs, elle en accepte de moins en moins. Que la politique crée des cadres matériels qui changent les individus, et ça, il faut y être très attentif. Et qu'en plus, l'État, même en France où on a un État très omnipotent, ne résume pas, ne peut pas tout changer. Ce qui change beaucoup, c'est les rapports de force, notamment entre le capital et le travail. Et ça se joue dans le travail, ça se joue dans les luttes sur le logement, etc. Et je crois que c'est la conjonction de tout ça qui peut produire du changement social. Il y a un exemple récent de ça, on a sorti un article là-dessus dans Frustration, qui est écrit par Pablo Castano, qui est notre chroniqueur espagnol. En Espagne, sans doute, les gens qui nous regardent ont vu qu'il y avait un processus massif de régularisation des sans-papiers. Donc ça, c'est quand même du gros changement social. Ça va changer concrètement la vie, le quotidien de 500 000 personnes. Et en fait, dans son article, il explique bien que c'est pas du tout le Parti socialiste espagnol qui a l'initiative de ça. C'est des luttes citoyennes depuis 2020 qui ont fini par imposer ça à l'agenda et qui ont rendu cette idée incontournable via vraiment des campagnes intenses, quoi. Et du coup, les institutions s'en emparent une fois qu'elles n'ont plus le choix. Je pense que c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Donc nous, voilà, on a vraiment un discours qui est de dire on descend par rapport aux élections. C'est-à-dire on n'est pas naïf, on sait que les élections jouent un rôle, que par ailleurs c'est un moment de politisation, etc. Mais par contre, que si on se raconte qu'on doit mettre toute notre énergie là-dedans et que tout va s'améliorer grâce à ça, on va déserter des terrains qui nous permettraient aussi d'obtenir du changement, quoi. Sur cette note bien révolutionnaire, on va passer à notre séquence de fin. On finit toujours avec une partie culture un peu plus légère. 3 morceaux que tu écoutes en ce moment. Et du coup, j'ai regardé avant de venir. C'est vrai, j'ai spoilé. Non, parce que sinon, j'aurais jamais été capable de le sortir comme ça de but en blanc. Non, du coup, j'ai regardé sur ma plateforme ce que j'ai écouté le plus ces dernières semaines. Alors, figure-toi, il y a une chanson que j'adore des Pet Shop Boys qui s'appelle Love is a Bourgeois Construct. Ah, tu continues même de parler de la bourgeoisie. Oui, alors voilà, mais exactement. Mais elle est super. Sinon, j'écoute le dernier album de Labrinth qui s'appelle
Cosmic Opera, qui est trop bien. Et je pense que... tu m'as dit chanson, mais... ouais, sinon, il y a une chanson que j'écoute tout le temps en ce moment, c'est Love Yourself de Sufjan Stevens. Ok, c'est très, c'est très international. Voilà, oui. Okay. Et c'était quoi ton dernier concert? Eh bien, figure-toi que c'était pour la soirée de lancement de Frustration Magazine en février dernier. Et oui, parce que moi, je vis dans une petite ville et du coup, je loupe tout. Tu passes ta vie sur partout Bah ouais, pour mais des présentations, mais je me dis, genre, il a dû faire plein de trucs. Ben non, parce que quand je passe ma vie en présentation, je viens, je fais mon truc et je repars. Donc en fait, non, ça remonte à février et du coup, j'ai vu Lee en concert et c'était hyper bien. Donc voilà, ça c'est ça qui m'a marqué. Mais depuis, d'ailleurs, j'en discute récemment, je me dis, mais en fait, c'est catastrophique. Je ne vais jamais à des concerts. Il faut, je pense qu'envoyer-lui des invitants. Les producteurs, Ouais, envoyer-lui des invitations. Et une film ou une série qui t'a plu récemment? Alors, j'ai décidé de changer de disque. À chaque fois, je pars de la série Andorre en disant que c'est trop bien. C'est une série sur la résistance, la révolution. Non, du coup, j'en parle d'une autre que je regarde régulièrement. Là, et il y a des nouvelles saisons qui sont sorties. C'est For All Mankind. C'est cette série qui imagine, c'est un peu une série d'anticipation, ce qui se serait passé si c'était les soviétiques qui avaient marché sur la Lune en premier. Ah oui, je l'ai vu, c'est trop bien ça. C'est hyper bien. Et du coup, tu vois, c'est pas une série d'anticipation, parce qu'en fait, ça se passe entre les années 60 et nos jours, sauf qu'en fait, l'histoire a été entièrement modifiée. Et donc, en fait, les conséquences de ça, c'est qu'il y a une course à l'espace qui se met en place, puisque du coup, c'est pas les Américains qui ont gagné la première manche. Et ça imagine aussi ce que serait notre histoire récente si l'espace avait pris beaucoup plus de place, ce que ça impliquerait. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, ça suivait beaucoup... les premières saisons suivent beaucoup le point de vue des cosmonautes, des astronautes, okay. etc. Et la guerre froide, à l'aune de ça. Et puis les dernières saisons parlent plus des rapports sociaux, notamment via l'exploitation de Mars, entre en fait, les travailleurs de base et, on va dire, les institutions de cette manne et les grandes entreprises privées qui sont créées un peu à la Elon Musk. Ouais. Et du coup, des rapports sociaux tendus. Et cette série est chouette, notamment si on s'intéresse à tous les aspects technologiques, elle est plutôt bien faite. Et puis sur les rapports sociaux, de façon surprenante, parce que c'est pas pour ça que j'ai regardé à la base, il se passe en fait des trucs. Et un bouquin que tu ferais lire à tes adversaires, enfin tes adversaires idéologiques en s'entend. Alors moi, là-dessus, je vais pas mal botter en touche, parce qu'en fait, je crois pas. Souvent les gens ils me disent, ça me fait penser au fait qu'il y a des gens, ils achètent mes bouquins et il me dit je vais l'offrir à mon beau-père de droite. Ah oui, mais moi j'aurais techniquement toujours fait ça. Moi je crois que ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'en fait, non, je pense que ça fonctionne pas de faire ça. Et je dis toujours, non, vous allez gâcher le livre, en fait, gardez-le pour plutôt quelqu'un qui est déjà un peu là-dedans et que vous avez envie de radicaliser, de décomplexer. Je pense que si vraiment vous avez un adversaire, ça va pas jouer avec des livres, ça j'y crois pas du tout. Moi je crois pas que le livre puisse convaincre quelqu'un. Je pense qu'il peut t'aider à assumer des positions et à les développer à la limite, mais pas à convaincre. C'est la première fois qu'on ne répond pas à Johan Chapoutot à cette question et c'est trop bien. Non, parce que ça marche pas. Non, mais pour Johan Chapoutot, mais ça change de type de réponse. En général, il y a toujours ce truc on va offrir le bouquin le plus à même d'influencer quelqu'un de droite vers la gauche, mais je suis pas sûr. Ça marchera pas. Tu vois, ton oncle ou ton beau-père ou je sais pas, ta cousine, elle va pas déjà se taper la lecture d'un livre qu'on lui a offert explicitement pour la faire changer d'avis, qui fait ça, et ensuite à la fin du livre avoir une épiphanie genre mais voilà, en fait fallait faire la révolution. J'y crois pas. C'est vrai que dans l'autre sens, si tu m'offres le Suicide français de Zemmour, je suis pas sûr de le lire, quoi. Exactement. Est-ce que tu lirais un bouquin de facho Renaud Camus ou quoi, parce que non, limite tu ouais, je jette, enfin je regarde pas. Il y a plein de manières de s'en débarrasser. Mais clairement, je pense que on le ferait pas. Qu'on peut se dire oui, mais la différence c'est que nous on a raison. Oui, mais psychologiquement c'est pas ça qui se passe. C'est quoi les prochains projets de frustration pour finir là-dessus? Écoute, on a notre collection de livres. Donc il y a des livres en préparation là, notamment le premier livre de Farton Bink, qui est co-rédactrice en chef et qui est notre responsable artistique. Et ça va être génial. Et aussi, on traduit un livre d'une journaliste et économiste britannique qui s'appelle Grace Blakely. Et son livre, ça va être un gros livre d'économie, mais hyper bien écrit, hyper clair.
Le titre en anglais, c'est Vulture Capitalism, donc capitalisme vautour. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a cette espèce de charisme un peu à la David Graeber. Donc on veut vraiment l'introduire en France parce que c'est des gens qui ont une capacité à la fois avoir des positions très radicales et en même temps à les développer de façon hyper convaincante. Donc elle, ça sera pour novembre. Donc ça, c'est les projets bouquins. Et puis sinon, sur le magazine en lui-même, on veut faire mieux que ce qu'on fait déjà, quoi. Donc typiquement, nous, on a tout le volet vidéo qu'on voudrait développer davantage. Et ça va... Ouais, je pense que ça va nous prendre pas mal de temps. Et il y a un projet qui me tient à cœur, c'est qu'on a sorti une V1 de notre test de classe sociale, notre test de bourgeoisie. Oui, c'était bien ça. Il a eu un énorme succès, beaucoup de retours, beaucoup de remarques intéressantes. Donc là, cet été, j'aimerais bien travailler à une V2 encore plus aboutie, qui serait vraiment le test ultime de bourgeoisie. La collection à laquelle tu fais référence, c'est la collection en collaboration avec Les Liens qui libèrent. Ouais. On a reçu Rob et Guillaume ici pour leurs ouvrages respectifs Bourgeois Gaze et Autogestion générale. Et dans cette collection, d'ailleurs, aussi, on sort une version augmentée de Saint-Luigi, mon bouquin qui est sorti en septembre dernier. J'ai oublié juste Saint-Luigi. Saint-Luigi, du coup, sort avec une version plus grosse. Oui. En septembre. Que tu viens de finir d'ailleurs. Ouais, que je viens de finir. Et j'espère que ça vous plaira avec un nouveau chapitre qui s'appelle « Que faire ?» Ah, trop bien. On refera un entretien à ce moment-là. Merci beaucoup, Nicolas Fromond, d'avoir été avec nous pour ce fauteuil. J'espère que le format t'a plu. C'était super, merci. C'était trop bien.